Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 114. Et dans cette chronique, je vais essayer de traiter de la problématique de deux aspects. Et les deux sont bien entendu séparés, mais l'une peut être considérée comme l'autre. Je m'explique. Donc, le thème de cette chronique sera le courage et la violence. C'est une des raisons pourquoi j'explique que aujourd'hui, dans une société où les gens sont de plus en plus soumis, le courage est une forme de violence. Alors, direz-vous, le courage authentique, généralement, se caractérise par la présence de deux éléments. Tout d'abord, une lutte psychologique, une adhésion à des valeurs morales. N'ayons pas peur également d'égratigner le faux courage, ne comporte que le premier de ces deux éléments, et je dirais même qu'il est dévoyé car il est affranchi de toute préoccupation éthique. C'est comme ça qu'on pourrait traduire une telle conclusion à laquelle nous sommes, je dirais, parvenus à définir dans la société dans laquelle nous vivons. Car la violence en tant que telle est condamnable. Mais toute forme de combat, que ce soit sur soi-même, sur ses penchants, pour la justice, aujourd'hui est devenue, je dirais, très difficile. Car il est plus aisé, bien entendu, d'aller dans le sens, je dirais, du politiquement correct ou du conforme. Alors, comment dissocier finalement du courage et de la moralité, et par quels signes se manifeste-t-elle? Quelles sont les perversions du courage? Alors si on les analyse, on peut dresser du même coup le tableau clinique de certains maux dont souffre la société. Alors la première perversion est les deux détournements, je dirais, de l'idéal chevaleresque. Et c'est un point très important. Ensuite, la deuxième perversion, je dirais que c'est la contamination du courage par la susceptibilité. Vous voyez ce qu'on pourrait appeler le désordre hystérique de l'affectif. Chacun peut constater que la réactivité est à fleur de peau dans la vie de tous les jours. Le nombre, nous pouvons le constater dans notre quotidien, le nombre des incidents qui sont ressentis par les intéressés comme des offenses augmente sans cesse et élève le degré de conflictualité. Plus la société est en crise, plus les individus ont tendance à rentrer dans des conflits pouvant mener à des catastrophes, je dirais, terribles. Alors, n'ayons pas peur de le dire, la troisième perversion est le courage érigé en idéologie. Plus particulièrement en idéologie guerrière. Conception agnostique des relations interindividuelles se répand dans la société. Le paradigme des relations n'est plus comme pour une certaine période où les gens, les individus avaient tendance à idéaliser la communication, la fusion, mais bel et bien aujourd'hui un affrontement d'impuissance. Alors selon cette conception, le rapport à autrui s'établit sur, je dirais, un registre de la confrontation, du face-à-face hostile, et non du dialogue, c'est ce que nous pouvons constater. Je dirais même que l'altercation remplace la rencontre et la transparence des cœurs. Chez de nombreux jeunes, cette attitude, on le constate aujourd'hui, belliqueuse, se traduit par l'affirmation
esthétique. Alors il est nécessaire de présenter que la transformation du courage en esprit belliqueux est solidaire d'une conception, bien entendu, sociopolitique, qui séduit un nombre croissant d'individus, et le monde, selon elle, se partage entre alliés et adversaires, amis et ennemis. Nous voyons de plus en plus, dans le cadre de la société dans laquelle nous vivons, je dirais des clivages entre des groupes d'appartenance et des groupes extérieurs à cette appartenance. Alors n'oublions pas que l'équation violence égale courage est fausse pour une double raison. La violence est l'état dans lequel se trouvent nos pulsions agressives, quand elles ne sont pas transformées, canalisées par le processus psychique de la sublimation. C'est-à-dire, pour bien préciser les choses, quand elles ne trouvent pas, je dirais, de dérivatif dans la compétition scolaire, par exemple. L'affrontement sportif, le jeu, même la rivalité professionnelle, l'émulation culturelle, la création, l'essence de la civilisation, bien entendu, réside dans cette sublimation de l'agressivité canalisée et mise au service du constructivisme ou du constructif. Néanmoins, je constate qu'elle est souvent mise au service de la déconstruction. C'est là notre problème. Alors, effectivement, cette violence peut lui donner un but socialement utile ou ponctuel, un exutoire fécond. Et je dirais même que la violence constitue donc une régression de la civilisation en tant que telle, quand elle demeure que violence pour la violence. C'est-à-dire non pas un instinct à l'état brut, mais une énergie sublimée, une dimension de la vie morale. Le courage relève de la vie civilisée, alors que la violence est une forme, je dirais, de régression, voire même de ce qu'on pourrait qualifier comme étant une décivilisation. N'oublions pas effectivement que, en ce cas d'espèce, il arrive que quand la violence dans des groupes d'appartenance est exacerbée et a tendance à mettre en place des structures, des relations sociales, c'est plus souvent de grilles de lecture du monde, flattant l'orgueil de leurs membres et les groupes, quels qu'ils soient, ethniques, religieux, géographiques, entendent faire reconnaître, je dirais, leurs valeurs et ma foi, affirmer leur supériorité. Et cela, bien entendu, a des conséquences inévitables, telles que par exemple l'arrogance, la susceptibilité, qui font, je dirais, cortège à l'esprit de clan, et des querelles, bien entendu, entre les communautés, ma foi, se multiplient, et cela, conséquence globale, c'est une dislocation du corps commun. Alors cette idéologie guerrière ne reconnaît que la loi du plus fort. Alors nous y arrivons aujourd'hui. Il y a une violence sociale, puisque c'est la loi du plus fort qui édicte ses règles. Nous sommes en présence de ce qu'on pourrait qualifier d'un soft power, mais une violence tout de même. Alors pour elle, l'opposition cardinale n'est pas celle du bien ou du mal, du beau ou du laid, du vrai mais du faux, mais celle de la force et de la faiblesse. D'un côté se trouvent les dominants qui sont
excès de courage pour faire usage de leur force ou de l'intimidation, et de l'autre les dominés, qui sont les lâches. Et les comparaisons entre les individus ne tiennent pas compte de la réussite dans les formes sublimées de la rivalité saine que sont par exemple la vie scolaire ou la vie professionnelle. Je dirais même qu'elles s'établissent sur la base de valeurs combattantes qui jouent un rôle compensateur évident. Car beaucoup de jeunes en situation d'échec scolaire trouvent une revanche en se plaçant sur le terrain, valorisant bien entendu pour eux de la confrontation physique, n'ayant pu mettre en place une confrontation intellectuelle. Alors, on en arrive effectivement à encore une autre forme de perversion du courage qui est l'exacerbation de l'opposition entre le féminin et le masculin. On voit se répandre un ethos surviril, une masculinité agressive, cachant finalement de grandes faiblesses, qui s'accompagne d'un mépris pour les valeurs féminines. La condition féminine, dans certaines régions de notre pays, fortement régressée. C'est une constatation qu'on ne peut nier, même si d'autre part, dans certains pôles ou dans certains secteurs d'activité, il y a une évolution, dans l'ensemble de la société, il y a quand même une forme de régression. Et je dirais même que la psyché collective se trouve aujourd'hui écartelée entre deux systèmes de valeurs antinomiques. Donc nous avons d'un côté la masse d'individus qui cultivent des valeurs d'écoute, de tendresse, de contemplation, poursuivant, je dirais, une quête d'idées perdues, ou de principes perdus. Ils rêvent d'une masculinité adoucie par la féminité. Mais parallèlement, il y a je dirais, une tendance radicalement différente qui se développe, une frange notable de la population qui est porteuse de valeurs d'une virilité arrogante, je dirais même pleine de crânerie, et cette opposition entre le féminisme et le machisme constituera probablement, dans les enjeux de la société dans laquelle nous vivons, un grand problème pour demain. Ensuite, nous sommes également dans une autre forme de perversion qui est l'esprit de domination. Alors l'esprit de domination, pour certains, peut-être appelé courage, et dont effectivement l'emploi est assez équivoque, qui est fait du mot respect. Alors est-ce que le respect doit s'accompagner de la crainte, par une peur physique, ou est-ce que le respect finalement se gagne par des lettres de noblesse? Alors la notion de respect a la particularité d'appartenir à la fois à l'éthique d'une manière générale, et elle prend le plus souvent je dirais, des significations presque contradictoires. Alors, je vous renvoie effectivement au principe de philosophie où elle se rattache à la dialectique du maître et de l'esclave, de la phénoménologie, de l'esprit de Hegel, bien plus qu'au contrat social de Rousseau. Bien que l'un, à mon sens, et ça n'engage que moi, est indissociable de l'autre. Alors on peut considérer effectivement que elle institue un rapport de domination et non de citoyenneté, et de quoi compliquer la tâche de l'éducation nationale qui a lancé un grand, je dirais,
à grand renfort de moyens pédagogiques, une campagne d'éducation civique sur le terme du respect. Alors le courage dévoyé se manifeste aussi par l'opposition à la loi, par exemple, quand cette loi devient injuste. Ensuite, je dirais que on peut considérer que aujourd'hui, il en va de même, je dirais, des comportements de provocation qui deviennent ce que j'appelle un moyen de signifier que le courage d'insoumission est une forme également de justice. N'oublions pas que dans une autre forme de perversion du courage, il y a une contamination également par l'instinct de mort, ce qui vient d'abord de l'esprit pour illustrer cette pathologie. Ce sont bien entendu les aventures de l'extrême, les sports périlleux, les exploits, je dirais, insensés, et les individus qui mettent ainsi leur vie en péril, non pas bien entendu par un comportement morbide, mais je dirais la confrontation avec le risque qui peut constituer un moyen de se réaliser, de se surpasser. Alors, même si, ma foi, on peut goûter la saveur de l'existence après avoir risqué maintes et maintes choses, bah, ma foi, la chose est loin d'être morbide, hein. L'expérience du danger peut guérir effectivement l'attrait du néant. Elle peut même stimuler des appétits de vivre. Car en sentant je dirais, la vie du suspendu à un fil, on découvre que finalement, la qualité et la préciosité de la vie. Cependant, il faut bien signaler que la frontière est mince entre le risque noble et le risque mortifère, entre le désir de goûter à l'existence et celui finalement au fond d'en finir avec elle. Alors du désir de vie intense au culte de la mort, il n'y a parfois qu'un pas. Et ça, j'ai souvent dit, l'être humain est une mécanique très complexe. Alors n'est-il pas avéré que certaines conduites à risque sont des suicides déguisés? Et que dire des prouesses comme je dirais, les risques, je dirais, stupides et inutiles, aujourd'hui, que l'on constater sur Internet pour faire du buzz? Tout cela, bien entendu, aucune justification ne serait absurde d'un comportement, je dirais, qui entraîne un tiers à la mort. Il en va du même pour le terrorisme qui frappe aveuglément le civil. Alors je dirais qu'il y a des violences qui sont nécessaires et il y a des violences qui sont mortifères. Voilà, je voulais faire une petite audio sur la violence. Je vous invite à lire Georges Sorel, qui est un des fondateurs du syndicalisme français. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes ses idées sur la réflexion sur la violence, mais il y a des choses intéressantes. Également, je vous invite à lire Pierre-Joseph Proudhon, hein, sur différents ouvrages qu'il a pu faire, comme la capacité politique de la classe ouvrière dans la politique française. Marx, bien entendu, l'incontournable. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour
Petite réflexion sur la violence et le courage. Comme je le précisais au départ, l'une est indissociable de l'autre, bien que les deux sont deux entités, je dirais, parfois contraires, et l'une peut orchestrer l'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.